vous devriez expliquer à nos auditeurs cette radicalité que positionne Marx, c'est-à-dire pourquoi Marx, par-delà le salaire réel, par-delà le salaire nominal, positionne quelque part quelque chose de décisif qui est l'articulation de la lutte révolutionnaire, c'est le salaire relatif. Parce que justement, cet ouvrier de la mine du 19e siècle, même s'il est prisonnier de sa mine 16 heures de sa journée, le capital est obligé de lui redonner la moitié de sa journée pour reproduire l'ouvrier. Et donc, il montre par là que le capital n'a pas cette force intensive dans laquelle il aspire intégralement la vie de l'homme. Il est obligé de lui retribuer une grande partie de ce qu'il lui a, de son travail. Alors qu'aujourd'hui, le salaire relatif, justement, c'est-à-dire ce que je touche au regard de ce que je produis, qui est un facteur bien au-delà de ce qu'il connaissait au début de son développement, montre que le capital, dans sa globalité, aspire intégralement la vie des hommes parce qu'il est devenu l'intégralité du monde. Et à partir de là, on comprend que l'exploitation, ce n'est pas un concept misérabiliste, comme vous avez déjà eu l'occasion de le dire. C'est-à-dire qu'un couturier de Bombay qui vit dans la misère noire, au regard du salaire relatif, il est des dizaines ou des centaines de fois moins exploité qu'un ouvrier de chez Airbus. Parce que dans sa journée, il va produire peut-être 10, mais il va être payé 5, alors que l'ouvrier de chez Airbus, il va produire 1000, mais il va être payé 50. Alors ça, ce que vous dites là est très très important, parce que ça montre à quel point le gauchisme de la marchandise est aux antipodes de la radicalité des textes de la Première Internationale et des luttes de classe radicales de l'époque, qui nous rappellent toujours que la grande différence entre les groupes de la contre-révolution et les groupes de la révolution, c'est le salaire relatif. Marx nous dit, la contre-révolution, elle ne regarde que le salaire nominal et que le salaire réel. La grande spécificité explosive des groupes révolutionnaires, c'est le salaire relatif. Et le salaire relatif, c'est que plus un ouvrier modernisé dans un centre technologique, où alors, il y a la cantine le midi, il y a le comité d'entreprise, il y a les vacances l'été, c'est incroyable du point de vue de l'apparence phénoménale du fétichisme de la marchandise, comme il a un statut supérieur à votre ouvrier de Bombay. Sauf que le décalage entre ce qu'il produit et ce qu'il reçoit est 100 fois plus élaboré que pour l'ouvrier de Bombay. Donc ça, c'est un point essentiel de la réappropriation communiste de l'histoire et de la lutte de classe radicale. Ça nous montre à quel point le gauchisme de la marchandise est aux antipodes de la critique radicale. Parce que le gauchisme de la marchandise, c'est de mettre en souffrance et en culpabilisation le prolétaire industriel européen en lui disant « mais tu te rends compte ?» C'est d'ailleurs le même discours que le MEDEF. Le gauchiste de la marchandise a le même discours que le mec du MEDEF. C'est « tu te rends compte, ouvrier privilégié d'Occident, ta situation par rapport à ce pauvre Africain du Nigeria ?» Mais non, c'est l'inverse. Le type qui bosse dans les usines aéronautiques de Brême en Allemagne, même s'il a 3 frigidaires et une maison de campagne, en termes de réalité de l'exploitation et de l'extorsion, c'est lui le plus exploité. Pour ajouter quelque chose par rapport à nos auditeurs, c'est que tout ça renvoie à la baisse du taux de profit et non pas à la pas du gain. Parce que vous avez une vision littéraire et subjectiviste qui voudrait croire, ou qui croit, parce que justement les gens n'ont pas creusé, c'est que cette machinerie du profit qui s'empare du monde et qui tourne, elle résulte de l'appât du gain. Alors, bien évidemment, l'appât du gain passe dans l'idéologie des affections de la classe capitaliste comme elle passait dans l'affection idéologique de la bourgeoisie. L'appât du gain existe, mais l'appât du gain est une formalisation psychique de l'aliénation générale. C'est pas ça qui structure cette gigantesque machine qui avance. C'est parce qu'il y a baisse du taux de profit, et c'est parce que la baisse du taux de profit produit la concurrence en la baisse du taux de profit, et le taux de profit en la concurrence, qu'il y a cette nécessité de constamment activer le processus, et cette activation du processus produit précisément la nécessité objective incontournable
de l'accélération de la plus-value relative. Donc ça, c'est deux concepts qui sont très décisifs. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la domination formelle et de la domination réelle, et surtout quand on va expliquer que la baisse du taux de profit n'est pas simplement un événement, mais bien une loi, et pourquoi c'est une loi. Mais effectivement, à partir du moment où il y a cette course au profit, dans la contradiction masse et taux, la productivité du travail est une nécessité impérieuse pour réaliser la plus-value sur le marché. Donc, ça signifie que la première équation que nous avons posée, celle du taux de plus-value PL sur V, elle se modifie dans l'histoire du monde. Cette équation taux de plus-value PL sur V, elle devient donc de plus en plus l'équation du taux de profit, c'est-à-dire PL sur C plus V. Donc à partir de là, on définit des tendances historiques générales. Plus le capital est dans sa phase infantile, plus le taux de plus-value exerce une prévalence sur le taux de profit, et plus le capital est dans sa phase de mûrissement, d'accélération, puis ensuite de sénescence, plus c'est le taux de profit qui exerce une prépotence sur le taux de plus-value. C'est-à-dire que quand nous parlons du capitalisme, quand nous parlons de l'extorsion de plus-value, nous ne parlons pas d'un monde congelé, nous parlons d'un monde qui est devenir de ses propres contradictions. Et entre ces premières filatures florentines du XIIIe et du XIVe siècle et la grande concentration technologique que je peux rencontrer quand je vais aujourd'hui chez Peugeot ou chez Renault, il y a tout un temps de longue durée qui a travaillé. Et le temps de longue durée qui a travaillé, parce qu'il y a la baisse du taux de profit, c'est ce temps où PL sur V, progressivement, a fait jaillir PL sur C plus V. Et c'est ce jaillissement de PL sur C plus V, alors les équations passeront, là, les gens qui ne veulent pas lire, ils ne comprendront rien. Il va falloir lire, il va falloir faire un effort, il va falloir creuser, parce que même si on essaye d'être simple, le fétichisme de la marchandise n'est pas simple, puisque le fétichisme de la marchandise veut nous cacher ce dont nous parlons. Donc là, nous parlons de quelque chose qui est caché. C'est le fétichisme de la marchandise et son secret. Donc ça ne peut être compris que si on creuse et que si on dévoile. Donc il va falloir lire, il va falloir creuser. On ne peut pas le comprendre comme ça parce qu'on est quelqu'un d'intelligent. Il faut quelqu'un qui s'équipe théoriquement et pratiquement au regard de toutes les luttes de classe et au regard de toutes les compréhensions théoriques qui ont surgi. Donc la plus-value, on l'a définie tout à l'heure en disant que la plus-value, c'est le temps de travail qui, au-delà du temps de travail nécessaire, produit une survaleur que le capital va confisquer. Et ce temps de surtravail, au-delà du temps de travail nécessaire, il produit effectivement une plus-value absolue, comme vous l'avez dit, quand la genèse opérationnelle de ce qui le fait naître, c'est effectivement le travail exploité humain absolument. La plus-value absolue, elle se rattache absolument au temps de travail humain exploité. Absolument. Pourquoi absolument? Parce que c'est l'exclusivité du temps de travail prolétaire exploité. Mais puisqu'on est passé de PL sur V à PL sur C plus V, la machinerie de la productivité du travail qui vampirise la plus-value absolue produit un autre mode de plus-value. Et pourquoi Marx l'appelle relatif? Parce qu'il n'est plus en liaison à l'exploitation absolument absolue du travail humain, mais dans sa relation relative à la capacité technologique qui fait cette productivité du travail. Donc, plus le capital est jeune, plus il travaille sur la plus-value absolue, puisqu'on est dans un temps qui est celui de PL sur V, et plus le capital grandit, plus il fait maturation aliénatoire, et plus il va vers sa mort, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il a une mort, parce que la baisse du taux de profit est une loi, plus il avance, plus il est ancré sur la plus-value relative, qui est relative au développement technologique, et ça fait référence à la composition organique, et donc à C sur V. Donc il y a toute une dialectique de dialogue dans la plus-value elle-même entre l'absolu et le relatif, et à un moment donné, justement, la baisse du taux de profit pose des problèmes absolument incroyables, parce que la baisse du taux de profit est tout entière ancrée
dans la prépondérance totalitaire de la plus-value relative, alors même que la plus-value relative, même si elle est nécessaire dans le champ de la productivité du travail, fait constamment baisser le taux global qui rend nécessaire l'augmentation de la masse globale. Donc, le génie du groupe Marx-Engels, dans cette radicalité qui naît dans les années 1840, c'est précisément d'avoir été les seuls à montrer cette contradiction radicale qui est au cœur du capital. J'en reviens à Lassalle, à Bakounine, à Considérant, à Cabet, à Saint-Simon, si vous voulez, à Proudhon. Tous les gens qui vont passer dans la première internationale à travers leur groupe, à travers leurs différentes influences, contestent le capital. Ils contestent une entité. Ils contestent quelque part une congélation. Ils ne comprennent pas le mouvement qu'il y a dans ce qu'ils contestent. Ça peut être à bas les machines, ça peut être à bas le profit, ça peut être à bas l'oppression. Mais la compréhension que toutes ces catégories, à partir du taux de plus-value ou à partir du taux de profit, s'affrontent elles-mêmes dans la logique du capital. C'est-à-dire cette idée géniale que Marx et Engels vont pouvoir produire, que le capital est contradictoire à lui-même. Le capital est contradictoire à lui-même. On ne peut comprendre que le capital est contradictoire à lui-même que si on comprend PL sur V, PL sur C plus V, C sur V, plus-value relative, plus-value absolue. Et Marx va théoriser la modernité du capital alors qu'il ne la vit pas. Marx vit un temps où le premier temps capitaliste premier est en train de s'abolir. Il est dans une phase de transition où la vieille manufacture a disparu, mais l'usine totale mondiale de la réalité de la domination du capital n'est pas là. Il est entre les deux. Il est entre les deux. Et il a cette vision stratégique, dialectique géniale. Il anticipe toute la modernité du capital. Si vous visitez Cléon, cette usine de robotisme absolu, où la machinerie produit des voitures avec 50 fois moins d'hommes qu'il y a 20 ans. Il l'a théorisé dans le 6e chapitre, il l'a théorisé dans le 3e livre, il l'a théorisé dans le 4e livre. Il a vu tout ça. Pourquoi Marx a été un homme de l'anticipation, alors que tous les gens qui ont vécu avec lui dans la première internationale n'ont rien anticipé du tout. Ils ont fait une contestation très souvent molle du temps présent. Il est le seul à avoir anticipé tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il a saisi cette contradiction. Le capital ne produit de la valeur que par la plus-value extorquée au travail humain. La machine ne produit pas de valeur, mais le capital, dans le cadre de ses contradictions internes à lui-même, est constamment obligé de requérir davantage de machinerie. Et les 4 livres du capital tournent autour de ça. C'est-à-dire qu'on va y revenir après, mais la crise de la monnaie, les crises commerciales, les impératifs de la géopolitique, les guerres mondiales, l'impérialisme, tout découle de cette contradiction interne au capital qui fait que le capital est constamment en train de se mordre la queue. Le capital est une auto-négation permanente. Et à un moment donné, l'auto-négation permanente va exploser. Mais on ne peut pas comprendre le capital si on ne comprend pas que seul le travail humain produit de la valeur et le capital est constamment obligé de nier cette loi pour, par la productivité du travail qui nécessite la réalisation sur le marché, faire intervenir des machines qui permettent de vendre plus, mais qui permettent toujours de vendre plus à un taux de profit inférieur. Donc, cette contradiction, elle est géniale, et on va y revenir parce qu'après on va expliquer pourquoi elle est une loi, mais il est le seul. Et c'est cet apport essentiel qui va tout caractériser. Pourquoi, à la fin de la première internationale, on ne garde que Marx comme projection radicale de lutte de classe pour aller vers l'abolition du salariat, de l'État et de la marchandise? C'est parce qu'il est, avec Engels, le seul à avoir positionné cette contradiction. Et c'est cette contradiction qui est essentielle.